Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Allô? Salut! Tu me regardais bizarrement? Ah ben, je sais pas, j'étais émerveillé. Parfait. Alors, bienvenue dans cet épisode spécial dédié au film québécois Respire, qui vient de prendre les affiches. C'est un film que toi et moi, je pense qu'on a bien apprécié, qui soulève le dialogue, qui pose un regard aussi différent sur les immigrés, sur nous aussi. Ouais, exact. Un synopsis rapide, si vous n'avez pas eu la chance encore de voir Respire de Honour Karaman. On suit Fouad, on suit deux personnages principalement, dont Fouad, qui est un immigrant marocain de 15 ans, donc fils d'immigré, qui est passionné de soccer et poète à ses heures également, et qui doit donner un coup de main à son père qui gère un restaurant de poulet. Mais on va comprendre que son père, en fait, fait partie des nombreux qui ont des hautes qualifications, mais du Maroc, puis qui ne sont pas reconnus ici, malheureusement. Fait qu'il essaye en vain de se trouver un métier dans son domaine. Et il y a souvent un Fouad, un tempérament assez explosif à l'école, fait qu'il se ramasse souvent dans le trouble. Dans le trouble, ouais, en se bagarrant et tout, pour juste l'honneur personnel, ce genre de motivation. Puis, on va suivre aussi Max, qui est, comme le synopsis dit, un Québécois de souche, entre guillemets, un petit peu plus, là, natif, qui a 27 ans, que lui aussi, il est retourné vivre chez son père en récente rupture amoureuse. Il y a de la difficulté au travail, là, à atteindre les objectifs dans un travail assez plate là, de téléphoniste. Il faut qu'il vende des produits là, pour, je pense, du chauffage ou de la climatisation, une affaire comme ça. Mm-hmm. Puis qu'il y a un entourage un peu venimeux, là, je pense quand même, là, qui ont souvent des propos assez arrêtés, fait que ça commence à y rentrer dans la tête. Puis ces deux personnes-là habitent dans un quartier un peu plus pauvre, un quartier populaire de Montréal, là, qu'on nomme pas précisément, fait qu'ils vont se mettre à se côtoyer, mais sans se connaître, et éventuellement, il va y avoir une rencontre assez singulière entre ces deux personnages-là et tous les gens qui gravitent autour. Fait que ça a l'air très complexe, mais c'est assez simple, un film d'1h30 qui est assez... très rythmé, ouais, très rythmé, presque suspense même, fait que comme je dis, on a vraiment apprécié le film, on vous invite à aller le voir. Dans l'entretien qu'on a eu avec l'équipe du film, il n'y a pas de divulgateur comme tel. Vous pouvez l'écouter avant pour vous convaincre, mais c'est aussi ce qui est intéressant. On en discute avec Honour Karaman, le scénariste et réalisateur, Ahmed Amin Ouergui, qui est le comédien principal qui fait Fouad, et il y avait également Marie Charlebois qui présente, qui fait la mère de l'autre, de Max, finalement. Puis c'est un film, c'est ça, qu'il n'y a pas une morale nécessairement, il y a plusieurs éléments, on est beaucoup dans l'ouverture au dialogue, l'ouverture vers l'autre peut-être, qui est un des éléments là-dedans, mais on parle aussi de racisme, mais sans pointer exactement, ça serait quoi? Oui, donc sans plus tarder, je pense qu'on peut laisser place à cette discussion qui a été fort intéressante. Et on vous invite à aller voir Respire au cinéma, qui est à l'affiche depuis le 27 janvier. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton dans cet épisode spécial du film Respire. Alors, avec nous, on a la chance de recevoir le scénariste et réalisateur du film Honour Karaman et les comédiens Ahmed Ouergui et Marie Charlebois. Me suis trompé? Oh non, c'est parfait. Tu l'as excellent. 10 sur 10, 10 sur 10. Merci beaucoup. Ouais, merci d'être de passage dans notre balado pour venir jaser de ce film choc, coup de poing quand même. Hein. Je pense qu'il va causer des conversations, n'est-ce pas? Bon, on se croise les doigts pour ça. On espère qu'il y aura le plus de jeunes possible qui viendront le voir aussi. Pas juste les jeunes, les plus vieux aussi, mais ce serait intéressant d'avoir cette conversation-là avec les jeunes en commençant. Est-ce que à ce moment-là, je me demandais, Marie, Ahmed, à la lecture du scénario la première fois, est-ce que vous voyez tout de suite l'espèce de discours puis qu'est-ce qui s'en vient dans le film, ou vous embarquez juste pour faire un film, mettons? Moi, personnellement, j'ai embarqué parce que, de un, c'est le genre de projet que je trouve qui manquait beaucoup à la scène locale, je dirais, puis même au Canada, puis dans la scène globale, je dirais, c'est le genre de projet qui est quand même très authentique, ce qui fait que quand j'ai lu le scénario, personnellement, j'ai direct accroché, et même plus que ça, je me suis beaucoup reconnu aussi dans le scénario, dans certains moments, certaines péripéties, ce qui fait que personnellement, j'ai directement accroché. Et Marie... Oui, pour ma part aussi, le scénario, dès la première lecture, j'ai été complètement touchée
par les propos de ce que Honour avance dans le film. Puis je trouve que ça vient nous chercher, puis ça nous ressemble tous, que peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, ça nous met en pleine face ce qu'on est. Et ça, c'est pour ça c'est vrai que j'entends plusieurs fois, c'est plusieurs fois que j'entends coup de poing, mais je pense que c'est coup de poing à cause de ça, parce que ça nous met face à ce qu'on est, face à nos limites, puis face à nos peurs, puis on rend les autres responsables beaucoup de nos problèmes, nos malheurs, alors que, franchement, je pense qu'il faut se regarder. C'est pour ça que j'ai tellement aimé son scénario. Vraiment, là. Puis à ce moment-là, Honour, est-ce que dans ton écriture pour Respire, est-ce que tu commences un peu par, pas de morale comme telle, mais un peu le conflit que tu vas vouloir développer, puis tu bâtis l'histoire autour, ou c'est naturellement l'histoire qui t'a mené au conflit entre les deux personnages principaux, mettons? C'est un peu des deux, mais moi, la façon que j'écris souvent, c'est que si je peux visualiser la fin d'une histoire, là, je sais que j'ai une histoire, je la bâtis à partir de la fin. Je trouve une manière d'en arriver là. Parce que pour moi, l'acte final, la résolution, tout ça, c'est la partie la plus importante. C'est avec ça que le spectateur s'en va à la maison en pensant à ça. Alors, donc, j'avais cette conclusion-là, disons. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est je me suis inspiré des deux phases de ma vie où j'avais 15 ans, puis je voulais juste jouer au soccer. Mon père avait la misère à trouver un emploi stable comme ingénieur au Canada depuis notre arrivée. Puis 27 ans, je travaille dans un centre d'appel, je suis complètement fauché, endetté. Je me fais des amis, des étudiants internationaux qui sont très riche, puis je me dis, c'est quoi qui se passe ici, là? C'est dans quel univers que j'habite? Fait que j'ai pris ces deux phases de ma vie et je les ai fait rencontrer en plein milieu, qui est le resto Poulet à l'ail dans le film. Je les ai fait affronter là-dedans. Justement, peux-tu nous parler de ce restaurant-là? Est-ce que c'est un restaurant fictif ou qui existe pour le vrai? Parce que ça a quand même un rôle essentiel dans le film. Ben, disons que je participe beaucoup à la recherche de mes lieux de tournage, puis on me proposait toutes sortes de restaurants, puis j'étais comme non, c'est pas ça. On a fait le tour, on a eu des petites chicanes, puis je suis allé me promener pendant des jours en voiture. Je l'ai vu, ce restaurant-là. Le propriétaire, il était assez bête avec moi là, au début. Mais durant le tournage, c'est devenu mon meilleur ami. Ahmed en est témoin. Je peux témoigner, ouais. Il me racontait toute sa vie, tous ses problèmes, et ainsi de suite. C'est sûr que Pascal, notre directrice artistique, elle l'a embelli ou enlaidi. Okay. mais c'est un restaurant qui existe puis qui est dans cet état-là, mais on l'a rendu plus dans la palette qu'on voulait, là. Puis c'était-tu compliqué pour eux de le fermer, quoi, peut-être une semaine, le temps du tournage ou quoi que ce soit? Non, le resto est malheureusement fermé. Là. Le COVID lui a fait vraiment du mal. Fait que lui, ça lui a fait du bien qu'on loue le restaurant pendant le tournage, mais après ça, il n'a pas pu toffer après. Là. Ah, dommage. Puis justement, je me souviens plus, est-ce qu'on sait exactement où se situe l'histoire ou c'est pas clair comme le quartier? Je voulais pas que ce soit clair. Okay. Tout le monde a des idées. Puis c'est souvent pas la bonne. On l'a tourné à Longueuil. OK. C'est là que je suis allé au secondaire. C'est une place qui m'est chère aussi, disons. Puis donc, mais c'est pas... je voulais pas que ce soit... OK, c'est à Montréal-Nord, c'est à Côte-des-Neiges. Je voulais pas que ce soit... comme stéréotypé ou identifié. C'est ça, exactement. Je voulais un lieu fictif, disons, mais qui existe partout. OK. Puis, même principe, une autre branche du film, c'est un peu... un mélange d'intimidation à l'école ou peut-être de quête d'identité. C'est quelque chose que tu avais vécu dans ta jeunesse aussi, Honour? Ben, mon secondaire, c'était quand même spécial. Il y avait quand même des bagarres. Notre jeu favori, c'était Toilette. À l'heure de midi, c'était... Tu la connais? Non, mais je peux juste imaginer en entendant le mot. C'est ça, on joue au soccer. Puis si, par malheur, je te fais passer le ballon entre tes jambes, ben pas mal toute l'école te court après pour te péter la gueule. Ça donne un peu l'ambiance générale de l'école. Il y avait les Haïtiens avec les Haïtiens, il y avait les Chinois avec les Chinois, les Chiliens avec les Chiliens, puis il y avait des batailles parmi eux, il y avait des batailles entre les groupes. Mais au moment où nous avons gradué,
on a su quand même... on était la dernière année graduante. Après ça, l'école a fermé. En secondaire 5, on a su vraiment être une... C'était un petit secondaire, mais on était rendu une grande famille quand même. Mieux que quand on est rentré en secondaire 1, là, disons. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de casting? Comment tu choisis tes comédiens? Ben, je passe beaucoup de temps dans les sites d'agence. Je devrais... puis après ça, on avait Geneviève Hébert qui nous donnait un coup de main là-dedans aussi. Mais je passe beaucoup de temps sur le site des agences. Après ça, j'essaie de trouver du matos sur Instagram, sur Facebook des comédiens, juste pour voir c'est quoi sa voix quand il fait pas une démo, de comment que ça... Juste... Les sites des agences, c'est pas les affaires les plus naturelles. Hein? C'est comme, tu essaies d'avoir... fait que je fais beaucoup de background search là-dedans. Puis quand je m'en vais en audition, je suis pas à la recherche de quelque chose. Là. Si j'appelle 4 personnes pour un rôle, c'est beaucoup. Okay, D'habitude, j'ai 2 ou 3 personnes. Alors, si je t'appelle en audition, tu as comme quasiment 50% de chance de l'avoir le rôle. Là. Et vous autres, comment avez-vous vécu ces auditions-là pour le film? Beaucoup de chance pour moi. Il y a une petite anecdote, genre, j'étais à 2 doigts de même pas me présenter aux auditions. Au final, le destin a fait en sorte que Honour, il est venu me chercher, il a forcé avec mon agence un peu, il est venu me chercher. Quand je me suis présenté le jour d'audition, j'étais un peu, je dirais pas bête, mais j'étais un peu en mode de qu'est-ce que je fous là, genre, tu sais, c'est pas vraiment, moi j'ai pas fait d'école d'acteur ou de choses dans ce genre-là, donc j'étais un peu en mode de, bon, ben on va voir comment ça va se passer, c'est juste, on va y aller, comme on dit, go with the flow, on va là où le vent nous mène, et je pense que tu m'as aimé, non, ou non? Ouais, mais j'ai aimé, il était très poli, il m'a fait penser à moi quand j'avais son âge, puis il était très prêt à écouter. Puis après ça, c'est sûr que j'avais besoin d'avoir on a eu quelques conversations au téléphone. Il était dur à rejoindre parce que je sais pas ce qui se passe avec son cellulaire, là, mais ouais, je l'ai aimé, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de potentiel en lui, puis le public qui l'a vu semble beaucoup l'aimer aussi, fait que je pense qu'on a fait une bonne job, mais je pense que c'était... Toi, t'avais à parler du processus de l'audition, c'est ça? Je pense. Ben oui, toi, Marie, qu'est-ce qui t'a attiré dans le rôle et comment? Moi, en tout cas, c'est sûr qu'il m'a pas vu sur Instagram. Là, c'est ça. Ça, c'est TikTok. Sûr. Non, il n'a pas vu l'extrait là, certain. Mais non, je suis allée à l'audition. D'abord, j'ai lu le scénario, comme je vous disais tantôt. Là. Ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis quelle chance. Même une chance de passer une audition, c'est déjà... ça n'arrive pas souvent. Puis ça a été une belle rencontre. Mais Honour a cette qualité-là de nous faire sentir bien avec lui. On dirait que... on s'est pas vu souvent, dans le fond. Puis on dirait que c'est un vieil ami. Puis c'est vrai, il parlait du propriétaire du restaurant tantôt qui comptait sa vie, mais il provoque ça. Il pose beaucoup de questions. Il est très à l'écoute. C'est quelqu'un de très ouvert. Et très beau, vraiment. C'est une belle personne. Alors, pour moi, ça a été une belle rencontre. J'ai eu un kick sur elle en la voyant tout de suite. Non, mais honnêtement, c'est vrai, c'est que les auditions, au lieu de les voir jouer, c'est vraiment juste entendre leur voix, ressentir leur énergie, ça te donne déjà une bonne idée de ce que tu veux. Petite anecdote de Roger Léger, quand il est venu, il est rentré « Ah, j'ai pas trouvé de stationnement, non. » Puis il était dans un mood, puis moi, je l'ai vu, je suis comme... Je suis en amour. J'ai trouvé mon G. Puis le premier jour de tournage, Roger, il s'en vient et dit « Ah, vraiment cool le projet, merci. Laisse-moi te dire que c'est une audition de merde, là, ça n'a pas bien été. » J'étais comme... De quoi tu parles? C'était merveilleux. Fait que les auditions, le monde le vit différemment. Mais c'est vrai parce que le personnage que Roger interprète a l'air de quelqu'un qui va être bourru, mais en fait, c'est peut-être lui qui est le plus posé, finalement. Là. Fait que c'est intéressant. Mais ton personnage aussi, Marie, qui joue la mère de Max, qui est pas mal en confrontation avec Ahmed, ou éventuellement, en fait, pas tout au long du récit, est-ce que tu penses qu'elle est consciente que
son fils va pas si bien que ça, puis qu'elle essaie justement de briser cette carapace. Enfin, moi, ce que j'en ai déduit, puis c'est effectivement, elle essaie de se rapprocher de lui, puis elle se rend compte qu'il est trop tard. Mais elle-même s'est éloignée d'elle-même. Elle s'est gelée les émotions, elle a gelé ses rêves, elle est déçue d'elle-même. Fait que c'est de la mauvaise transmission, en fait. Donc, en tout cas, c'est le même que j'ai abordé le personnage. Puis, c'est raté avec son garçon, c'est sûr. On espère, si il y a une suite, qu'il y a une ouverture. Mais non, elle-même est bloquée, pas bien. Elle va pas bien. Ça va pas bien pour Maryse, là. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que le film tourne beaucoup alentour de la communication, du dialogue, et en même temps, ces deux familles-là sont en dichotomie, où tu as la famille d'immigrants qui sont remplis d'optimisme, d'espoir, et l'autre couple qui est finalement plus résigné dans pas leur malheur, mais finalement dans leur quotidien, que ça n'a pas fonctionné et tout ça. Donc, est-ce que c'était voulu dès le départ? Absolument, c'était l'effet miroir. Puis je voulais vraiment mettre une emphase là-dessus. Puis souvent dans mes films, j'essaie de mettre l'emphase sur à quel point on est similaires malgré nos différences superficielles. Puis surtout si on est dans une même classe sociale. C'est pas un discours marxiste, là, c'est pas ça que je fais en ce moment, mais c'est juste que Max pourrait très bien s'entendre avec le propriétaire du resto, puis Ahmed Amin, surtout avec Fouad, surtout qu'ils sont dans le même quartier. Il va tout le temps chercher son sandwich là-dedans, mais c'est juste que le parcours fait en sorte que il s'aborde jamais comme il faut, puis ça dégringole. Fait que oui, il y avait cette affaire d'effet miroir. Puis on a travaillé fort là-dessus avec Simon Lamar-Ledoux, qui est mon directeur photo. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que toi, tu oserais mettre une morale au film, ou tu préfères que les gens la découvrent elles-mêmes? Parce qu'il y a vraiment beaucoup une idée d'ouverture vers l'autre, finalement, ou d'empathie quand même, je pense. Ouais, ben c'est sûr que l'idéal serait que les gens se posent des questions. Parce que c'est où que j'avais lu à Burlington, je pense, il y a une statue qui disait « Les questions pas posées sont plus dangereuses que les mauvaises réponses ». Fait que moi, puis là, de nos jours, on est tellement précipité à avoir une réponse à tout. Fait que moi, ce que j'aimerais inciter les jeunes, c'est vraiment poser des questions avant d'arriver à une conclusion avant tout. Là. Et je trouve qu'il y a une belle scène qui est ça de reconnaître l'autre, c'est celle où le garagiste? Gilles, oui, c'est ça. Va donner du type à Fouad, justement. Ouais. Donc, il y a comme une espèce de reconnaissance de son travail. Il dit, regarde, non, tu le mérites. Et toi, pour l'estime de soi aussi, d'être vu dans les yeux de l'autre, je trouve que c'est vraiment, c'est très subtil, très court, mais je trouve que ça témoigne là, d'une belle beauté, cette scène-là. Gilles, c'est un bon Jack, comme on dit, mais c'est juste que peut-être qu'il n'est pas nécessairement capable de communiquer tout ça avec son propre fils. C'est un bon gars à l'extérieur, mais alors, il y a aussi ça, des petites affaires nuancées de la transmission d'informations de papa à fils, à quel point c'est réussi. Puis aussi, le père de Fouad, Béatif, on ne comprend jamais le poids qu'il y a sur les épaules d'un papa immigrant. Ouais. Ce qui fait en sorte que, à cause de ce stress-là, peut-être qu'il n'est pas capable de communiquer avec son fils comme il faut. Là, puis c'est la faute de tout le monde, puis c'est la faute à personne. Fait que c'est un peu de ça. Puis morale, je sais pas, des questions, oui, c'est pour ça. Oui, parce que beaucoup, c'est très chargé. Ça s'écoute bien, mais au final, effectivement, il y a plusieurs... C'est une toile d'araignée, là. Il y a beaucoup de choses qui sont c'est ça que je voulais aussi. C'est que je ne voyais pas nécessairement des films où les jeunes immigrants pouvaient se reconnaître au cinéma, en toute... je sais pas, moi, en toute honnêteté, puis avec une approche frontale, mais je voulais pas que ce soit un film spécifiquement que pour des jeunes immigrants. Je veux que les jeunes immigrants puis les jeunes Québécois peuvent aller dans la même salle de cinéma, puis partager ça, puis voir leur propre vérité, vivre les mêmes émotions, même si leurs réalités ne sont pas les mêmes choses. Ahmed, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta relation avec le comédien Mohamed qui jouait ton père? Je veux dire, vraiment, la chimie opère vraiment de vous deux. C'est extrêmement crédible. Est-ce que vous avez eu du temps de préparation un peu avant? Ou Légèrement. On a quand même eu la chance de faire des sessions de lecture avant le début du tournage.
Après, c'est vrai que Simo, qui joue mon père, justement, il a vraiment su me mettre à l'aise. Je sais pas comment, mais un peu comme Honour, je sais pas comment de la magie ils font, mais il a vraiment su me mettre à l'aise. Et surtout, et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce sentiment. Il a ce côté quand même assez paternel. En tout cas, quand il me parlait, je sentais un côté très paternel. Et par moments, il me prenait un peu à part entre deux scènes. Il me parlait un peu en arabe. Et je sais pas, ça, on dirait qu'il y avait un effet en plus. Peut-être je revoyais mon vrai père un peu. Je sais pas, ça se peut. Mais je pense que tout ça a fait en sorte que j'ai pas forcément, sincèrement, j'ai pas forcément senti de blocage lorsqu'il fallait jouer certaines scènes ensemble ou quoi. Donc, non, vraiment, en vrai, la connexion, incroyable. Incroyable. Puis il y a une certaine dualité dans ton personnage entre le sport puis la poésie puis les arts. C'est quelque chose que toi tu vis maintenant en tant que comédien et tout? Ou... Totalement, totalement. Moi, j'étais pas, moi, j'étais pas quelqu'un vraiment qui pensait me lancer dans les arts. Disons 5 ans plus tôt, j'ai découvert ça et puis je suis tombé amoureux avec la chose, sincèrement. Et c'est sûr que là, ça fait partie de mon train de vie un peu. Et puis j'étais un peu comme Fouad. J'étais ce garçon qui voulait montrer qu'il est dur, qui se fait pas piétiner dessus, etc., etc. Et les arts, oh, je sais pas, parle-moi pas de ça. Mais non, en fait, non, pas du tout. Et au contraire, je trouve justement que il y a une manière de s'extérioriser. Et je pense que Fouad aussi, il trouve un moyen de s'extérioriser, que ce soit justement dans le sport ou dans la poésie, elle aussi. Puis Marie, ton personnage, est écrivaine aussi. Oui, tout à fait. Ono, ça doit pas être un accident que tout le monde soit lié aux lettres comme ça du personnage, ou si tu... Ben, ce que je voulais avec Marie, c'est que je voulais qu'elle soit une intellectuelle comparée à son ex, Gilles, ouais. qui est un garagiste. Mais je pense que tout ne se fait pas avec l'intelligence. Je pense qu'il faut un peu d'émotion là-dedans, chose que Marie n'avait pas face à sa famille, disons. Elle était très cartésienne. Puis, et moi aussi, la vie de Fouad s'est inspirée un peu de moi. Moi, j'étais un jeune macho, je me voyais jamais faire de l'art. Là. Moi, j'ai commencé à bencher à 12 ans. Là, fait que, puis quand je suis retourné au cégep à l'âge de 24 ans, je pense, j'ai découvert un univers, puis je me suis dit, waouh, c'est avoir su que ça existait. Et puis c'est ça que j'aimerais montrer aux jeunes aussi. Peut-être, il y a des jeunes immigrants, je sais que c'est rare pour les jeunes immigrants de rentrer dans essayer de faire carrière dans l'art parce que c'est comme jouer à la loterie un petit peu, là, parce que puis les parents sont pas d'accord avec ça. Ouais, j'ai des amis dans cette situation-là. Ouais, c'est pas bien vu. Ouais, c'est ça. Les parents vont dire, on a déménagé pour ça. Tu sais, ma blonde, elle a un bit où elle dit, j'ai chanté au Canada pour toi. Tu sais, c'est pas... c'est pas nécessairement l'affaire la plus sécuritaire. Alors, c'est juste pour les jeunes que, oui, il y a possibilité d'essayer de gagner sa vie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de souffrance économique qui s'en vient avec ça, là, mais pendant une certaine période. Mais oui, je mets l'accent sur les livres là-dessus. À quel point Fouad, il voudrait faire ça, mais il est gêné. Puis Marie, ben, je voulais vraiment parler de l'aspect de la disparité sociale. Puis j'ai utilisé le personnage de Maryse. De Marie. Excuse, j'ai dit Marie tantôt. Tu l'appelles Marie depuis tantôt, mais excuse-moi, c'est mais bon, ça veut dire que vraiment, je suis rentrée dans le personnage. Fait que c'était mon occasion de rentrer l'aspect de la disparité sociale. Parce que souvent, dans les journaux, ils traitent ça comme un film qui parle de racisme, mais je répète souvent, c'est pas un film qui parle que de ça. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de la vie elle-même. Là. Ouais, puis tu ramènes le concept de la disparité sociale. C'est intéressant aussi que à un certain point, on voit que la cousine de Max veut commencer à écrire un livre sur la disparité sociale comme 20-25 ans après le personnage de Maryse. Fait que il y a une certaine dose de cynisme quand même dans le film et dans certains personnages comme le personnage de Guillaume Laurin ou le collègue de travail de Max que comme les choses ne vont pas s'améliorer. Là. C'est peut-être ça qui vient broyer du noir dans la tête de certaines personnes. Ben, je dirais
comme ça dépend comment tu regardes. Est-ce que le verre est plein ou il est vide? Quétaine, mais c'est une bonne analogie. Fait que peut-être que l'art et l'écriture, la littérature, les livres, ça aide à améliorer la vie, mais ce n'est pas que ça. Il faut d'autres éléments là-dedans. C'est juste ça. Puis je pense que là-dedans, ce que j'essaie de faire, c'est que je fais un clin d'œil au fait que l'art, c'est fait pour partager. Tu peux pas dire « Ah, moi, je fais de l'art pour moi-même ». Non, tu fais de l'art pour qu'il soit vu, pour qu'il soit aimé, puis pour que tu puisses communiquer ton message aux autres. Alors, tu sais, essaye de le communiquer aux autres au lieu de le faire pour toi-même. Il y a des petits clins d'œil un petit peu partout. Et on sait que l'éducation aussi joue un grand rôle là-dedans. Alors, on invite les gens à aller voir le film Respire, allez le voir avec vos ados. Ça vaut vraiment la peine là, d'entamer cette discussion-là. Donc, bon succès au film, honnêtement. C'est très bien réussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.